Bonjour tout le monde. Tout d'abord, je tiens à vous remercier infiniment. Je suis très honorée d'être parmi vous pour partager, comme vous avez dit, un des motifs très fréquents de consultation dans le monde entier, soit en médecine générale, aux urgences médicales ou bien aux urgences urologiques, ce qu'on appelle les coliques néphrétiques aiguës lithiasiques. Merci, docteur, et nous sommes vraiment honorés également de votre présence et vous remercions sincèrement d'avoir accepté de partager votre expertise avec nous. Si vous êtes prête, nous pouvons commencer, docteur. Avec un grand plaisir. Si vous voyez la présentation, est-ce qu'on peut commencer? Oui, nous voyons votre présentation, docteur, jusque ce n'est pas Super. en mode diaporama. Euh, Comme ça, vous voyez bien la présentation? oui, Très bien. Donc, comme vous avez dit, madame, merci pour toujours pour votre, c'est-à-dire dévouement et pour cette organisation de partager toujours nos expériences par rapport à nos collègues c'est-à-dire dans les différents pays. Donc, nous en Algérie, la maladie lithiasique, c'est une maladie très fréquente, sachant que la lithiase c'est une pathologie bénigne, mais malheureusement, les conséquences de cette maladie, malheureusement, devenant de plus en plus des conséquences malignes. Donc, la colique néphrétique aiguë est un des motifs de révélation de cette pathologie lithiasique. Et comme vous le savez, la lithiase, la lithiase, c'est-à-dire la colique néphrétique, est un motif de consultation très fréquent en médecine générale, c'est-à-dire aux urgences médicales et même aux urgences urologiques. Et vous voyez qu'un chiffre à peu près, c'est aux alentours de 1 à 2% c'est-à-dire des entrées dans les services d'urgence. Et cette colique néphrétique, quand on parle des douleurs rénales, on pense directement vers les calculs et c'est vrai, car c'est l'étiologie la plus fréquente et il se voit selon les études et les statistiques faites, représente 75 à 80%, c'est-à-dire des causes de colique néphrétique. Euh, je voulais pas entrer dans la définition de la colique néphrétique et c'est-à-dire le plan habituel. Je voulais justement centrer sur un point très important. Une fois que vous connaissez le mécanisme physiopathologique de la lithiase, vous allez comprendre pourquoi on donne tel médicament et dans telle situation et dans tel moment. Donc, la colique néphrétique, par définition, c'est une douleur lombaire ou lombo-abdominale à irradiation, c'est-à-dire antérieure, inguinale, vers les organes génitaux externes chez l'homme et les grandes lèvres chez la femme. Et cette lithiase, cette douleur, cette description douloureuse, elle est due à deux mécanismes. Le mécanisme, c'est-à-dire phénomène mécanique et phénomène chimique. Le phénomène mécanique, c'est quoi? C'est qu'il y a une fois, il y a un obstacle, c'est-à-dire devant le passage des urines dans les voies excrétrices. L'appareil urinaire, un petit rappel, se définit par deux reins qui sont situés dans la région rétro-péritonéale, c'est-à-dire derrière les anses. Et ces deux reins sont divisés en deux parties. Une partie productrice des urines, ce qu'on appelle la corticale rénale, et une partie, c'est l'excrétrice qui permet de faire sortir les urines en dehors du corps de l'être humain, ce qu'on appelle les voies excrétrices. Ces voies excrétrices sont commencées par des petites calices qu'on appelle, c'est comme l'organisation d'un appartement. Donc, des petites chambres, l'ensemble de ces deux petites chambres, ce qu'on appelle les calices, forment des grands calices et l'ensemble forme ce qu'on appelle le bassinet, c'est le hall, c'est le pilon, cheminé par des tunnels, ce qu'on appelle les urétères qui s'abouchent à la fin c'est-à-dire la vessie. Ça, c'est un petit rappel anatomique descriptif des voies excrétrices. Une fois il y a un obstacle dans les tunnels de cheminement des urines, ça va entraîner une dilatation et une augmentation de la pression des urines pour dépasser cet obstacle. Cette augmentation de la pression intra-pilique ou intra-urétérale va engendrer une stimulation de contraction des muscles lisses des voies excrétrices. Et cette exagération de contraction des muscles lisses des voies excrétrices pour lutter contre l'obstacle et pour lever l'obstacle, pour faciliter le passage des urines, produisent l'acide lactique.
c'est la même chose comme un être humain, c'est-à-dire quelqu'un qui voulait faire du sport, il commence par faire une marche, c'est-à-dire à 30 minutes ou à 45 minutes après une immobilisation prolongée, va produire des acides lactiques. L'acide lactique, il joue un rôle de stimulation des fibres nerveuses qui sont responsables du cheminement du problème périphérique vers le centre de commandement, ce qu'on appelle le centre cérébral au niveau de la partie corticale, où il y a une traduction de cette information traduite par les fibres A et C. Ils disent qu'il y a, c'est vrai, il y a un obstacle au niveau des voies excrétrices. Dans ce cas, il y a plusieurs moteurs, c'est-à-dire il y a plusieurs précurseurs où le cerveau stimule pour régler ce genre de problème. Parallèlement à ce phénomène mécanique, il y a ce qu'on appelle le phénomène chimique, où il y a une production de la prostaglandine E2 et I2 qui stimule par la médullaire rénale, qui augmente malheureusement la filtration glomérulaire et la production des urines, et par conséquence, elle va augmenter, c'est-à-dire la pression intraglomérulaire. Et vous allez voir dans chaque partie que je suis en train de vous expliquer, il y a une remède, il y a c'est-à-dire des mesures thérapeutiques qu'on doit conseiller le malade et qu'on doit le prescrire au malade. D'une part, cette augmentation de la filtration glomérulaire entraîne aussi la stimulation des rénines angiotensines et par conséquence, les patients qui présentent des coliques néphrétiques, on trouve des chiffres de tension élevés. Ça, c'est le mécanisme physiopathologique. Donc, le diagnostic de la colique néphrétique, il est purement clinique. C'est la douleur. Quand on parle d'une colique néphrétique, on parle de la douleur. Comme vous voyez dans l'image, la douleur, elle est en général d'installation brutale. Elle est intense, en général unilatérale. Elle est lombaire, c'est-à-dire le siège de la du rein, ou lombo-abdominale. Et cette douleur, elle a une irradiation antérieure, dirige vers la fosse iliaque droite ou gauche, selon la topographie de la lithiase, et en plus dirige vers les organes génitaux externes chez l'homme et les grandes lèvres chez la femme. Donc, cette douleur, elle est malheureusement, c'est-à-dire, il n'y a pas de position ontalgique, le patient toujours, il est agité. C'est pour cette raison, elle s'appelle la colique frénétique. Elle freine le patient, elle ne le laisse pas, c'est-à-dire, de trouver une position ontalgique ou de faire, c'est-à-dire, un mouvement normal. Donc, en général, cette douleur, elle associe à des signes tels que digestifs et parfois stimule un tableau de chirurgie abdominale, tels que des nausées, vomissements avec de ballonnements abdominaux et parfois même un arrêt des matières et des gaz. Vous posez la question pourquoi elle s'accompagne des signes digestifs. Comme vous le savez, la partie abdominale, elle est divisée en deux parties, en partie antérieure et en partie postérieure. Et du coup, comme le digestif, il y a des germes, le Dieu, il a séparé l'abdomen en deux parties par une fine membrane, ce qu'on appelle la membrane, c'est le péritoine postérieur. Et l'inflammation du rein, elle va irriter ce péritoine postérieur et par conséquent, elle donne des signes digestifs. Les signes urinaires, c'est le patient, c'est la douleur s'accompagne avec des signes de bas appareil urinaire, comme vous voyez, les pollakiuries, les signes irritatifs comme les signes d'infection urinaire, explique la topographie probablement du calcul s'il est situé au niveau de l'urétère pelvien ou bien de la jonction urétéro-vésicale. Donc, la présence du sang, le patient apporte la notion de sang dans les urines, peut orienter aussi vers, c'est-à-dire l'origine lithiasique. En général, il y a pas de signes généraux et le patient il est en bon état général. Donc, une colique néphrétique simple, c'est une colique néphrétique qui ne s'accompagne ni d'une, c'est-à-dire fièvre, ni oligoanurie, ni douleur rebelle au traitement médical. Pourquoi on doit trancher entre les coliques néphrétiques simples et les coliques néphrétiques compliquées. Les coliques néphrétiques simples ne nécessitent pas une
grande chose. Une fois on soulage le patient, on lui prescrit un traitement médical et le reste des explorations, d'investigations, il peut le faire en ambulatoire. Par contre, les coliques néphrétiques compliquées, c'est un point très très important, nécessite une prise en charge multidisciplinaire et nécessite une hospitalisation en général dans une unité médico-chirurgicale ou bien une hospitalisation en gynécologie ou bien dans les unités de grossesse à haut risque ou bien une hospitalisation en service d'urologie. Pourquoi on doit hospitaliser ces coliques néphrétiques compliquées? Les coliques néphrétiques compliquées peuvent mettre en jeu le pronostic fonctionnel rénal, mais aussi le pronostic fonctionnel pour le pronostic vital du patient. Quels sont ce genre des coliques néphrétiques compliquées? Les coliques néphrétiques compliquées, soit par le terrain, soit par les signes de gravité. C'est-à-dire, quand on parle d'un terrain, une lithiase qui survient chez une femme enceinte, donc nécessite une hospitalisation dans une unité de grossesse à haut risque pour la simple raison, risque de menace, d'avortement et, c'est-à-dire d'accouchement précoce. Ça, d'une part. Les coliques néphrétiques surviennent chez un patient qui présente une insuffisance rénale chronique, risque d'aggravation du bilan rénal et de l'hypercalémie qui peut mettre en jeu le pronostic vital du patient. N'oubliez pas un rein unique ou bien un rein transplanté, donc c'est une urgence. Une petite particularité, les patients qui présentent des lithiases sur un rein transplanté, pourquoi on doit l'hospitaliser? Car le patient, il sent pas de douleur. Le rein transplanté, on transplante le rein avec des artères et des veines, mais on le transplante pas avec des nerfs. C'est pour cette raison, les fibres nerveuses, c'est-à-dire de A et C, responsables de cheminement de la douleur, ne sont pas là. Donc, c'est pour cette raison, le patient, il sent pas de douleur et risque d'avoir des aggravations, c'est-à-dire de dégâts, tels que l'obstruction qui engendre engendre une infection et l'infection va aggraver c'est-à-dire le fonctionnement de ce rein greffé et risque de perdre ce rein. Donc, parfois, on doit hospitaliser des patients qui présentent des coliques néphrétiques sur un rein, des uropathies malformatives et pour éventuel un geste chirurgical. Ça, c'est par rapport au terrain. Par rapport aux signes d'aggravité. Si le patient présente des coliques néphrétiques fébriles, là, il faut l'hospitaliser. Non seulement pour commencer l'antibiothérapie par voie parentérale, mais faire le recours à un geste chirurgical. Une colique néphrétique oligo-anurique, le risque d'hypercalémie qui met en jeu le pronostic vital du patient, ainsi qu'une douleur intense après une phase de silence, là, il oriente vers le risque de rupture des voies excrétrices. C'est ce tableau de coliques néphrétiques compliquées impose systématiquement l'hospitalisation. Donc, après, c'est-à-dire après avoir, c'est-à-dire recevoir le patient, donc il faut brièvement faire un petit interrogatoire car la douleur, elle est là et le patient, il est agité. Donc, on peut pas soit l'interroger profondément ou de faire un examen clinique. En général, qu'est-ce qu'on fait? On fait d'emblée, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait? On commence d'emblée par soulager le patient. Comment on doit soulager le patient? Donc, après un petit interrogatoire à la recherche de l'âge et c'est-à-dire la prise des médicaments ou des contre-indications certains médicaments, on commence par des antalgiques. On donne, selon notre pratique, dans les unités d'urgence, qu'est-ce qu'on fait? Un patient qui présente des douleurs lombaires, la description d'une colique néphrétique, des douleurs lombaires à irradiation antérieure, donc on commence d'emblée par un antalgique type paracétamol en IVL, en intravineuse lente, associant avec des antispasmodiques tels que le spasmon. Une fois le patient il commence à se calmer un petit peu, on fait une injection des INS, des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Donc, vous voyez ce tableau ce schéma de rappel physiopathologique et là, je vais vous expliquer ces trois paliers thérapeutiques. Le traitement des coliques néphrétiques, c'est un traitement essentiellement basé sur des anti-inflammatoires non stéroïdiens.
Mais pourquoi on doit commencer par des antalgiques? On doit commencer par des antalgiques pour diminuer, c'est-à-dire pour inhiber les fibres nerveuses A et C, c'est-à-dire de faire remonter, c'est-à-dire le stimulus vers le centre cortical. En général, les antalgiques pali 1, c'est du paracétamol et parfois on donne même du temgesic ou du morphine, c'est qu'ils ont une action sur le système nerveux central. Comme vous voyez, c'est inhibition par des antalgiques 1 et 3 de la projection corticale. En plus, on donne des INS. Pourquoi on donne les INS? Pour diminuer la production des prostaglandines et par conséquent, on diminue le flux sanguin rénal et on diminue la production des rénines angiotensines. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens, avant de le donner au patient, il faut l'interroger rapidement à la recherche des contre-indications. Ils sont des contre-indications connues, donc telles que la femme enceinte, l'insuffisance rénale chronique, le patient qui présente un asthme avec dans le cadre de syndrome de Vidal et allergie aux anti-INS, ainsi qu'un patient qui présente une hémorragie en cours ou un patient qui prie des antivitamines K. N'oublie pas de chercher si le patient il a un antécédent d'une gastrite ou un ulcère gastrique, soit non traité ou bien maltraité ou négligé. Donc, il faut faire attention. Ce genre des INS, qu'on le donne, nous, en Algérie, on dispose la Voltaren, c'est un anti-inflammatoire diclofenac, c'est un anti-inflammatoire injectable. On le donne en IM. Soit on donne, une fois la douleur diminue, on passe à la voie orale. En général, on donne le Profinid. C'est des comprimés pendant 5 à 7 jours. Dans notre pratique, on le donne systématiquement avec un pansement gastrique pour diminuer, c'est-à-dire en plus du stress dû à la colique néphrétique, à la douleur, on le donne un pansement gastrique pour diminuer l'irritation de la muqueuse gastrique par des anti-inflammatoires. Un anti-inflammatoire comme ordonnance à la sortie du patient ne suffit pas. Donc, on doit le prescrire systématiquement avec un antalgique tel que du paracétamol et un antispasmodique pour diminuer la douleur. Parfois, le patient présente des contre-indications aux INS, on donne des antalgiques majeurs et parfois même pour la femme enceinte, on donne des antalgiques majeurs. Après avoir calmé la douleur, on passe en général c'est-à-dire à l'interrogatoire. À l'interrogatoire, qu'est-ce qu'on cherche? Je voulais juste vous dire une chose. La lithiase urinaire, c'est une conséquence d'un désordre dans le corps humain. C'est-à-dire, cette lithiase, c'est un moyen de révélation d'un désordre. Soit c'est un désordre dans les habitudes du patient, c'est-à-dire la prise d'eau insuffisante ou bien il mange des aliments riches en calcium ou pauvres en vitamine D, par exemple. Donc, c'est-à-dire un déséquilibre alimentaire. Ou bien c'est un désordre endocrinien c'est-à-dire notamment la parathyroïde, ou un désordre dans l'absorption digestive ou dans le fonctionnement du rein, c'est-à-dire la filtration et la sécrétion, l'excrétion au niveau du rein. Donc, la lithiase permet de nous chercher l'étiologie exacte de la lithiase. Une fois on sait c'est quoi l'origine de la lithiase, dans ce cas, on va traiter l'origine pour éviter la récidive. Car la lithiase, la hantise chez nous, les urologues, c'est la récidive de cette maladie. En plus, à l'interrogatoire, il faut chercher toujours les signes de complications tels que la fièvre, l'oligoanurie, c'est-à-dire l'empattement au niveau lombaire, donc les signes, c'est-à-dire liés au terrain. Donc tout ça, on doit le chercher à l'interrogatoire. En plus, une particularité et un truc standard qu'on doit chercher toujours à l'interrogatoire, c'est la prise médicamenteuse. Parfois, c'est les médicaments qui orientent vers la nature de la lithiase. Un patient, une femme par exemple enceinte, elle a bénéficié d'une supplémentation pendant 9 mois du calcium et de la vitamine D, risque c'est-à-dire une supplémentation exagérée, risque de développer des lithiases. Un patient immobile ou bien exposé à des températures hautes avec un apport insuffisant d'eau risque c'est-à-dire de concentration d'urine et par conséquent de favoriser la cristallurie. Certains aussi médicaments utilisés pour le traitement de certaines maladies comme l'ostéoporose ou les infections comme, c'est-à-dire les infections à la cheville,
c'est des médicaments qui favorisent c'est-à-dire des maladies qui favorisent c'est-à-dire la formation. Excusez-moi, docteur, nous vous perdons en fait la connexion, je pense bien. Des lithiases. Donc, il y a, oui, Excusez-moi, docteur. est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, à présent, mais nous vous avons perdu à un moment donné. Excusez-moi, est-ce que vous m'entendez? Oui, 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 docteur. Super, super, on continue. Excusez-moi, il y avait un petit souci de réseau. Donc, comme je l'ai dit, donc l'interrogatoire, après avoir, c'est-à-dire soulagé le patient, il faut poser vraiment, pousser l'interrogatoire, car la discussion avec le patient permet réellement d'orienter dans 50% vers l'étiologie et la cause de la lithiase. L'examen clinique de la colique néphrétique, en général, c'est un examen pauvre. On ne va pas trouver un truc qui est, c'est-à-dire important à l'examen, en dehors d'une sensation ou d'un empattement au niveau lombaire qui oriente vers probablement une infection du parenchyme rénal. Donc, en général, l'examen des organes génitaux externes est normal en dehors, c'est-à-dire des pathologies associées. Qu'est-ce qu'on demande comme examen paraclinique? On commence par la biologie. La chimie des urines fait partie de l'examen clinique. La chimie des urines, c'est-à-dire les urines à la bandelette, donc permet réellement d'informer le médecin sur plusieurs paramètres. Quels sont ces paramètres? La présence, si vous trouvez des leucocytes, juste un petit point sur la chimie des urines. C'est un examen qu'on peut le faire à n'importe quel moment, c'est-à-dire le jour, le matin, le soir, pardon, et dans un flacon propre, nécessite pas un flacon stérile, et on peut, c'est-à-dire le faire à n'importe quel, c'est-à-dire moment de miction. C'est contrairement différent à la réalisation de l'examen cytobactériologique urinaire. Cette bandelette urinaire, c'est un élément d'orientation, c'est-à-dire si on trouve la présence de leucocytes avec de nitrite dans les urines, c'est un élément d'orientation vers une infection urinaire. Et ça impose obligatoirement de réaliser un ECBE. Si on trouve des leucocytes avec du sang, ça n'élimine pas, c'est-à-dire la présence d'autres pathologies qu'on doit l'éliminer. En premier, c'est les cancers de l'appareil urinaire. Un autre point très important qu'on vérifiera toujours à la chimie des urines, c'est la densité urinaire. La densité urinaire permet d'orienter à peu près vers la nature de la lithiase. Donc, après avoir c'est-à-dire la chimie des urines, on doit demander des examens complémentaires. Ces examens complémentaires, on passe directement aux examens complémentaires. Toujours les examens biologiques. Devant une colique néphrétique compliquée, donc j'ai dit et je le redis, compliquée par anurie ou oligo-anurie, donc par fièvre, par des douleurs rebelles aux antalgiques, par le terrain, par exemple, une femme enceinte ou un patient qui présente une insuffisance rénale chronique, dans ce cas, ces coliques néphrétiques compliquées fait recours à des examens biologiques en urgence. On fait ce qu'on appelle la formule numératrice sanguine, FNS, à la recherche des signes d'infection tels que l'hyperleucocytose. On fait un bilan d'infection, la CRP et la procalcitonine, un bilan rénal tel que l'urée, la créate, surtout la créatinémie à la recherche d'une insuffisance rénale, et un ionogramme à la recherche d'une hypercalémie. Ces paramètres qui permettent d'indiquer si on doit réaliser un drainage chirurgical en urgence ou bien une séance de dialyse pour protéger, pour réserver le pronostic vital du patient. Un bilan infectieux tel que l'étude cytobactériologique urinaire est imposé obligatoirement. Après la réalisation d'un bilan biologique, on fait recours aux examens de première intention, car la colique néphrétique, elle peut simuler à d'autres urgences en dehors de l'appareil urinaire. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On demande systématiquement ce qu'on appelle le couple radiographie de l'arbre urinaire sans préparation et l'échographie rénovésicale ou rénovésico-prostatique chez l'homme. C'est l'examen, l'AUSP, ce qu'on appelle la radiographie de l'arbre urinaire sans préparation, il est contre-indiqué chez la femme enceinte en premier et deuxième trimestre. On peut faire une irradiation lors de la troisième trimestre de grossesse. Et cet examen, on doit le limiter le plus, c'est-à-dire possible, surtout chez les enfants, pour ne pas perturber la consolidation osseuse.
Qu'est-ce qu'il va apporter cet examen? C'est un examen qui permet d'orienter vers l'étiologie. Comment? Par la présence d'une image de tonalité calcique, c'est-à-dire évoquant un calcul qui se projette dans l'arbre urinaire. Un ASP de bonne forme doit comporter, comme vous voyez, les deux dernières côtes, c'est-à-dire les deux dernières côtes, le bord inférieur de la symphyse pubienne, et on doit voir le l'ombre externe du psoas, car c'est l'élément clé de l'orientation du trajet de l'urétère. Couplé à quoi? Couplé à l'échographie. L'échographie est un élément qui permet de confirmer le diagnostic parfois par la présence d'une dilatation des voies excrétrices. Comme vous voyez, une image noire témoignant d'une dilatation du pilon et des calices. En même temps, il permet parfois d'orienter de l'étiologie, c'est-à-dire une image hyper échogène à compte d'ombre postérieure évoquant un calcul au niveau du rein. Mais l'échographie, elle n'a pas de contre-indication. On peut la réaliser chez l'enfant, chez l'homme, chez la femme, quelle que soit la situation, mais toujours il a des limites. Ces limites, c'est l'aérocolie. N'oubliez pas, une colique néphrétique à la phase aiguë peut donner des aérocolies et une limite, c'est-à-dire cet examen ne permet pas de visualiser bien le rein, ainsi qu'il y a des lithiases qui sont situées dans certains endroits de l'appareil urinaire, tels que les lithiases dans l'urétère pelvien, sont masquées par l'aisance, on ne le voit pas, c'est-à-dire à l'échographie. C'est pour cette raison, l'élément clé, ce qu'on appelle le gold standard de diagnostic, c'est le scanner. Le scanner de l'appareil urinaire est divisé en 3 phases. La phase initiale, ce qu'on appelle le scanner sans injection de produits de contraste. La deuxième, c'est avec injection du furosémide, c'est l'Azilix, donc qui favorise, c'est-à-dire la production d'urine, ce qu'on appelle l'urinoscanner. Cet urinoscanner, c'est l'opacification de l'appareil urinaire par les urines. Et cette opacification et cette injection de l'Azilix, on doit la faire en dehors des contre-indications. Quelles sont ces indications? Quelles sont ces contre-indications, Si le patient présente un calcul obstructif sur les deux voies excrétrices ou bien un calcul obstructif sur un rein unique, c'est-à-dire rein unique fonctionnel. Dans ce cas, risque de rupture des voies excrétrices. Un rein unique, c'est-à-dire il peut avoir un rein unique par absence de l'autre rein, c'est congénital, ou bien l'autre rein, il est non fonctionnel, c'est un rein muet. Dans ce cas, il faut faire attention d'injecter le Lasélix, c'est risque de rupture des voies excrétrices. Ou bien, un patient qui présente une déshydratation, une insuffisance rénale chronique, c'est risque d'aggraver l'altération de la fonction rénale. La troisième forme de l'uroscanner, c'est l'uroscanner avec injection de produits de contraste en dehors des contre-indications qui sont l'allergie aux produits de contraste ou bien une insuffisance rénale chronique, risque d'aggravation aussi d'altérer la fonction rénale. Sachant que le scanner, c'est le gold standard, permet de quoi? Quand on demande un scanner, on doit toujours préciser à nos confrères, les radiologues, notre demande. À la demande, il faut toujours préciser le nombre de calculs, si la présence ou non des calculs, le nombre des calculs, le siège de calcul, la taille des lithiases, ainsi que l'élément clé, la densité. Pourquoi la densité de la lithiase? La densité de la lithiase, c'est l'élément clé de décision thérapeutique, car le traitement, il est différent. On peut faire allant de traitement médical vers le recours au traitement chirurgical, endoscopique ou invasif. Ça d'une part. Mais n'oubliez pas de demander toujours la cartographie de l'appareil urinaire, car on peut trouver une anomalie au niveau de l'appareil urinaire qui explique la cause de la lithiase. Ça, c'est par rapport au scanner. Le scanner, s'il y a une contre-indication au scanner, on fait recours à l'IRM. Il y a certains types des lithiases, c'est des lithiases, ce qu'on appelle secondaires au traitement en indénavir, qui ne sont pas visibles au scanner et on demande l'euro-IRM pour voir ce genre de lithiase ou bien on fait recours à l'euro-IRM pour la simple raison s'il y a une contre-indication au scanner. Comme vous voyez, le scanner, il permet de montrer le siège de la lithiase, le retentissement de ce calcul sur l'appareil urinaire. Dans les années précédentes, il y avait une exploration qu'on l'utilise, elle s'appelle l'urographie intraveineuse. Mais actuellement, vu le développement et la disponibilité du scanner, nous avons abandonné cette technique. Pour la simple raison, l'urographie intraveineuse permet juste de voir le calcul et les voies excrétrices, mais ne permet pas de voir, c'est-à-dire l'environnement de ces voies excrétrices, le parenchyme rénal et tout ce qui est à l'intérieur à l'abdomen. Et l'uroscanner, il est plus développé, plus sophistiqué que l'UV, ce qui permet c'est-à-dire d'abandonner cet examen radiologique.
Pourquoi on demande ces explorations radiologiques, notamment dans les coliques néphrétiques compliquées? Pour la simple raison, la topographie du rein est entourée par d'autres organes. Si je donne un petit exemple, donc j'ai dit que c'est une lithiase à irradiation antérieure vers la fosse iliaque. Par exemple, c'est la douleur au niveau de la fosse iliaque droite. On ne pense pas toujours vers la colique néphrétique. On doit éliminer aussi d'autres étiologies, telles que l'appendicite, par exemple, c'est une pathologie très fréquente, ou bien les maladies, c'est-à-dire les problèmes gynécologiques chez la femme, tels que les grossesses extra-utérines, la torsion d'un kyste ou rupture d'un kyste ovarien, ou bien la torsion des annexes. En plus, dans le côté gauche, il faut éliminer tout ce qui est les sigmoïdites, par exemple, ou bien les volvulus du tube digestif. Bon, donc la topographie avec l'approche aux organes voisinants permet aussi d'éliminer les autres étiologies. Par exemple, au niveau lombaire, on doit éliminer par exemple la douleur d'origine de la vésicule biliaire, sachant que la différence on peut la concevoir cliniquement, car la douleur des coliques de la cholécystite lithiasique de la vésicule biliaire, en général, irradiation en bretelle. C'est des douleurs ascendantes scapulaires. L'irradiation, par exemple, de la pancréatite, c'est des irradiations épigastriques, ce qu'on appelle les douleurs en coup de poignard dans un ciel serein. Donc, mais ça nécessite toujours d'interroger le patient, de le calmer et de chercher la topographie exacte de la lithiase. Pardon, de la douleur. Donc, en dehors des en dehors c'est-à-dire des diagnostics différentiels, on passe d'emblée c'est-à-dire après les explorations, on passe au diagnostic étiologique. La lithiase, c'est l'étiologie la plus fréquente des coliques néphrétiques. Mais devant une colique néphrétique, il faut éliminer les autres pathologies. Si on commence par l'intrinsèque vers l'extrinsèque, on commence par l'intrinsèque de l'appareil urinaire. On divise en deux pathologies. Les pathologies infectieuses et les pathologies tumorales. Il faut éliminer en premier, c'est-à-dire les tumeurs de la voie excrétrice obstructive, ou bien les caillots de sang secondaires à une rupture d'une masse rénale, ou bien les tumeurs de la vessie ou de la prostate qui compriment, c'est-à-dire les meilleurs, l'abouchement des deux urétères au niveau de la vessie, c'est-à-dire les meilleurs urétéraux. Ça d'une part. D'autre part, il faut rechercher aussi les causes infectieuses. N'oublie pas, nous sommes en pays d'endémie de la tuberculose. Elle peut donner des fibroses, une cicatrisation de lésions urétérales se forme un chapelet et ces fibroses permettent de diminuer le péristaltisme par endroits dans les voies excrétrices et provoquent aussi des coliques néphrétiques permanentes, ainsi que les causes extrinsèques telles que par exemple les fibromes qui compriment chez la femme, qui compriment les urétères, ou bien les pathologies néoplasiques extra, c'est-à-dire appareil urinaire qui compriment les urétères. Parfois c'est la colique néphrétique qui révèle ce genre de pathologies rétropéritonéales. En dehors c'est-à-dire en dehors de ces étiologies, ce qu'on doit comprendre, donc devant une colique néphrétique, il faut trancher. Est-ce que c'est une colique néphrétique simple ou bien c'est une colique néphrétique compliquée? Si c'est une colique néphrétique simple, c'est simple douleur avec parfois des signes digestifs, avec des signes irritatifs de bas appareil urinaire, en dehors de la fièvre, de l'absence de la diurèse et en dehors, c'est-à-dire des douleurs rebelles au traitement, ou bien de la femme enceinte ou un terrain particulier, là nécessite juste un traitement antalgique c'est-à-dire en ambulatoire, dans l'hôpital de jour, puis on oriente le patient de faire des explorations en ambulatoire tout en couvrant le patient par un traitement antalgique, antispasmodique et des anti-inflammatoires, c'est-à-dire qu'il le prend en ambulatoire. Si c'est le cas contraire, c'est des coliques néphrétiques compliquées, par exemple chez la femme enceinte, les coliques néphrétiques nécessitent une hospitalisation, comme je l'ai dit, dans une unité de GHR, de grossesse à haut risque, pour éventuel traitement par voie parentérale, car avec une surveillance mère et fœtale. Donc le risque fœtal, il est important. Donc, si le patient présente des coliques néphrétiques, c'est-à-dire compliquées, telles que de l'absence de la diurèse ou bien c'est-à-dire de la fièvre, dans ce cas, on doit lancer rapidement un bilan
un examen radiologique et on fait recours au chirurgien urologique. Quand est-ce le médecin généraliste tape la porte de médecin urologue, c'est-à-dire oriente le médecin chez l'urologue ou sollicite l'urologue. Le rôle de l'urologue dans la prise en charge des coliques néphrétiques, c'est pas juste pour donner un traitement médical, sachant que nous sommes tous des médecins généralistes, on peut traiter la colique néphrétique. Médicalement, on peut la traiter. Mais on fait recours au chirurgien urologue pour la simple raison. Nous, on reçoit les coliques néphrétiques pour la simple raison. Des patients qui nécessitent un drainage. Un drainage par quoi? Par une sonde par voie rétrograde, c'est-à-dire dans le sens contraire de l'écoulement des urines par des sondes, soit quand vous voyez la sonde jaune, c'est la sonde urétérale, ou bien en haut, c'est la sonde de Blugy. On utilise ces voies pour permettre la filtration d'urine d'emblée du rein par le biais de la sonde directement vers les urines. Dans le cas où le contraire, où le passage, c'est-à-dire des urines par voie rétrograde, le passage des sondes par voie rétrograde est impossible, on fait recours à la néphrostomie. Stomie, c'est-à-dire c'est l'abouchement direct du rein à la peau par le biais d'une sonde, ce qu'on appelle la sonde de néphrostomie, et on draine directement les urines à l'extérieur du rein à l'extérieur pour empêcher, c'est-à-dire l'hyperpression en amont de l'obstacle en attendant d'un traitement définitif de la lithiase. Ce que vous voyez ici, c'est un traitement temporaire, c'est juste pour lever l'obstacle, pour drainer le rein et pour lever l'urgence. Donc parfois on fait ces gestes qu'après une séance de dialyse, car le patient présente une hypercalémie menaçante qui peut engendrer un arrêt cardiaque et mettre en jeu le pronostic vital du patient. Une fois avec recours aux antibiotiques par voie parentérale, si le patient présente une pyélonéphrite ou une pyélonéphrose, parfois même un drainage par la néphrostomie pour des pyélonéphroses ou un abcès rénal. Donc, le traitement, le recours à un traitement, ce genre de traitement chirurgical, c'est en général engendré pour les coliques néphrétiques compliquées. Donc, les coliques, devant les coliques néphrétiques compliquées, on doit faire ce traitement d'urgence. Après, on passe au traitement proprement dit de la cause, c'est-à-dire le traitement de la lithiase, comme nous sommes en train de parler des coliques néphrétiques lithiasées. Le traitement proprement dit de la lithiase, c'est en fonction, comme on l'a dit, la densité et la topographie du calcul. Si la lithiase, elle est moins de 500 unités Hounsfield, on commence par un traitement médical. Et un traitement médical, c'est l'alcanisation des urines avec utilisation parfois, si le calcul moins de 6 mm, on utilise la thérapie expulsive. Ne panique pas d'utiliser les alpha-bloquants qu'on le donne pour le traitement de la prostate. Ce sont des tamsulosin, ils ont une action sur les récepteurs des urétères qui s'abouchent dans la vessie. Il permet un relâchement des urétères et par conséquent l'expulsion du calcul. Soit on donne des inhibiteurs calciques, parfois même en association à des anti-inflammatoires pour diminuer l'inflammation et pour faciliter le passage du calcul. Au moment de la crise, on conseille toujours le patient de diminuer, c'est-à-dire l'apport hydrique et diminuer l'activité pour diminuer, c'est-à-dire la filtration glomérulaire et par conséquent la fabrication d'urine. En dehors de la phase aiguë, on conseille des patients de faire vraiment un effort, c'est-à-dire de boire beaucoup pour expulser, c'est-à-dire les lithiases qui sont moins de 6 mm, ce qu'on appelle les microcalculs. Au-dessus de 6 mm, en fonction de la densité, comme je l'ai dit, et de la topographie de la lithiase, on fait recours à un traitement endoscopique. Ce traitement endoscopique, heureusement, c'est un traitement mini-invasif. C'est la fragmentation du calcul par multiples énergies, soit énergie au laser, soit le balistique, pour éviter, c'est-à-dire les dégâts engendrés par ces calculs. Mais le traitement clé de la lithiase urinaire reste toujours, c'est le traitement de la cause, pour la simple raison pour éviter les récidives. Donc, je sais que je suis en train de discuter et de le rediscuter, car la lithiase, c'est une pathologie très fréquente et donc nous sommes vraiment en phase d'épidémie ou d'endémie de la lithiase urinaire et tout ça dû à quoi? Dû au changement de régime alimentaire et parfois même à des facteurs, c'est-à-dire extrinsèques tels que la température élevée, l'insuffisance de l'apport hydrique et certaines mauvaises habitudes alimentaires et surtout la diminution de l'activité physique.
Donc, en grosso modo, quelques mots-clés c'est-à-dire à toujours garder dans l'esprit devant une colique néphrétique aiguë. Il faut connaître un point très important. C'est une colique de topographie, c'est-à-dire universelle, c'est-à-dire une clinique de diagnostic, une maladie de diagnostic ou là un symptôme, c'est-à-dire de diagnostic clinique. C'est une douleur lombaire ou lombo-abdominale à irradiation antérieure vers les organes génitaux externes. Donc, cette douleur, elle n'a pas de position, c'est une douleur frénétique. Si elle est simple, accompagnée des signes digestifs ou urinaires, elle s'appelle une colique néphrétique simple. Si elle s'associe à de la fièvre, des douleurs intenses qui ne répondent pas au traitement endalgique ou bien avec une diminution de la duresse, le patient rapporte la notion d'absence de duresse plus de 6 heures. Dans ce cas, se définit l'oligoanurie. Dans ce cas, c'est le recours c'est-à-dire à l'hospitalisation, à l'urologue. Ça, d'une part. Le point le plus important aussi, c'est-à-dire à garder, c'est le traitement. On commence toujours par un antalgique type paracétamol, un antispasmodique type spasfon, et le traitement de l'urgence en dehors des contre-indications, c'est les INS injectables. En dehors de la douleur, il faut connaître la nature de la lithiase c'est-à-dire et la taille de la lithiase pour éventuel. Soit si elle est moins de 6 mm, on peut donner un traitement expulsif, soit elle est plus de 6 mm en fonction de la densité, oui, la localisation. On fait soit l'urethéroscopie souple rétrograde, soit on fait une mini percutanée pour traiter la lithiase. Mais un point très important, l'urologue, vous adressez à l'urologue si le patient présente une colique néphrétique hyperalgique, anurique ou fièvre pour éventuel drainage urinaire par voie rétrograde ou antérograde, sachant que il faut éliminer en premier l'hyperkaliémie et les critères de dialyse en urgence. Donc la lithiase urinaire, c'est une maladie très fréquente. Le traitement n'est pas uniquement le recours au drainage ou bien à la fragmentation ou moyen mini-invasif ou laser ou balistique, mais le traitement de base de la lithiase reste de connaître la cause pour éviter la récidive. Et je vous remercie infiniment. Merci Si vous infiniment. avez des questions, n'hésitez pas. D'accord, docteur. Merci infiniment à vous pour cette présentation remarquable, riche en contenu et d'une grande valeur pédagogique. Nous allons à présent passer à la phase des questions-réponses. Et lorsque vous souhaiterez intervenir, merci de lever la main. Je me ferai un plaisir de vous céder la parole. Cependant, avant de formuler votre question, votre remarque, je vous prierai de bien vouloir vous présenter brièvement afin de nous permettre de mieux vous connaître. Et je vous serai gré de bien vouloir baisser votre main à la fin de votre intervention afin de faciliter la gestion des échanges. Merci. Merci à vous, madame. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Oui, nous avions eu une main levée tout à l'heure de Monsieur Oui, Mohamed. avec un grand plaisir. Allez-y, allez-y. Oui, Mohamed, oui. Monsieur Mohamed, il vous suffira d'ouvrir votre micro et de poser votre question. Les micros sont ouverts actuellement. Bonjour, docteur. Bonjour. Accueillante présentation. Bonjour à tous. Je suis Ojo Mohamed, étudiant en 6e année de médecine à la faculté de la santé de Cotonou. Mohamed, s'il vous plaît, je vous entends pas bien. Est-ce que vous pouvez élever un petit peu la voix? Excusez-moi, docteur. Vous me recevez maintenant? Allez-y, vous avez une question? Oui. Allez-y, Mohamed. Notre première question, c'est par rapport au délai de survenue des différents symptômes après une obstruction basique. L'heure de survenue? Le délai de survenue, lorsqu'on a une obstruction. Excusez-moi 2 secondes, je suis pas en train de vous entendre mieux. Est-ce que vous pouvez juste lever un petit peu la voix parce que je vous entends pas bien? D'accord, docteur. Lorsqu'on a une obstruction des uretères, non, la douleur, après combien de temps on a un retentissement au niveau rénal
qui peut conduire à une oligoanurie et une insuffisance rénale aiguë en C'est combien de une temps? excellente question et vraiment, c'est le point qu'on cherche toujours. C'est vrai. Donc, je voulais juste simplifier les choses. Un calcul au niveau des calices ou bien au niveau du pied en général n'engendre pas une anurie. Mais la présence d'un calcul au niveau urétéral, si le volume du calcul dépasse le diamètre de l'urétère, peut engendrer une anurie. Mais quand est-ce ce calcul peut engendrer une anurie? La définition de l'anurie ou de l'oligoanurie selon les auteurs, c'est l'absence d'une diurèse ou une diurèse moins de 400 ou 200 ou 400 cc durant 24 heures. Cette obstruction on peut avoir une oligoanurie si l'obstruction elle est bilatérale, c'est-à-dire au niveau des deux urétères. Ou bien si l'obstruction elle survient sur un rein unique anatomique, c'est-à-dire congénital, l'autre rein il est absent, le patient naît avec un seul rein, ou bien un rein unique fonctionnel, c'est-à-dire l'autre rein c'est un rein non fonctionnel, un rein muet. Donc là, c'est la définition de l'oligoanurie. La survenue la survenue de l'oligoanurie, si le patient il rapporte la notion d'absence de diurèse plus de 6 heures. Il dit que j'ai, par exemple, j'ai plus de 6 heures, 8 heures, j'ai pas passé au sanitaire, j'ai pas uriné. Si on demande parfois une chimie des urines, le patient il rapporte cette notion. J'ai pas d'urine, toute la journée j'ai pas pissé. Dans ce cas, on pense vers l'oligoanurie. D'accord. Merci pour votre réponse, docteur. Monsieur Mohamed, je ne sais pas si vous avez eu satisfaction. Euh, Excusez-moi, docteur, j'ai comme l'impression que vous avez répondu à une autre question. Nous avons demandé par rapport à l'évolution de la colique néphrétique lithiasique. Si Oui. par exemple on nous dit qu'il a eu une douleur il y a 3 heures, 4 heures, est-ce qu'on peut déjà suspecter l'apparition euh, d'une perturbation au niveau du bilan rénal ou l'apparition de troubles métaboliques dans ce délai de temps-là? Ou après combien de temps on est autorisé à suspecter des troubles métaboliques ou euh, une perturbation du bilan rénal? Merci pour votre question. Si j'ai bien compris, j'ai bien saisi, oui, tout à fait. Vous suspectez une perturbation du bilan rénal et perturbation métabolique chez un patient qui a déjà des antécédents. Un patient sans antécédents qui n'a pas, c'est-à-dire de tare, qui n'a pas d'anomalie de l'appareil urinaire. Dans ce cas, on suspecte pas une perturbation métabolique ou une insuffisance rénale. Par contre, un patient qui présente, par exemple, des maladies métaboliques, déjà initialement par exemple, diabète déséquilibré, donc diabète qui remonte plus de 10 ans, c'est-à-dire il y a une altération déjà constitutionnelle de la fonction rénale, ou bien un patient qui présente une insuffisance rénale chronique, par exemple, dans ce cas, ou bien un patient qui présente une néoplasie, il est sous chimiothérapie ou sous d'autres moyens thérapeutiques, là, on suspecte une perturbation du bilan métabolique. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, merci beaucoup, docteur. Nous Avec un avons grand plaisir. une seconde question. Vous avez parlé dans votre présentation dans le traitement de thérapie expulsive. Nous aimerions en savoir plus. Vous voulez comprendre la thérapie expulsive? Oui, docteur. Voilà. La thérapie expulsive, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est des médicaments qu'on l'utilise. Ils ont une action sur les urétères, c'est-à-dire sur les récepteurs du muscle lisse des urétères. Par exemple, quels sont ces médicaments? Je sais, en général, on donne, par exemple, des inhibiteurs calciques qui permettent de favoriser l'expulsion des calculs. Mais les quelques études ont montré que l'utilisation des alpha-bloquants, tels que, par exemple, la classe de la tamsulosine utilisée pour les symptômes de bas appareil urinaire liés à une hypertrophie bénigne de la prostate, favorise l'expulsion du calcul et ils ont trouvé que ce genre de tamsulosine ont une action sur les récepteurs de
de la bouche, des uretères qui s'abouchent dans la vessie, c'est-à-dire les uretères intramurales, intradétrusoriens, et donc facilite, c'est-à-dire le relâchement de ces muscles et l'expulsion du calcul. Sachant que l'expulsion du calcul s'il est moins de 6 millimètres, on conseille le patient par plusieurs choses, non seulement ce médicament. L'anomalie, c'est pas par rapport à l'homme, mais par rapport à la femme. Quand on donne un traitement de la prostate chez la femme, c'est un peu bizarre. Même le pharmacien, il le donne parfois pas. Donc, mais on doit expliquer juste que c'est un médicament qui favorise le relâchement et par conséquent l'expulsion du calcul. On conseille le patient en dehors des phases aiguës de la douleur de faire du sport, de faire de la corde, de faire par exemple et de boire beaucoup d'eau pour faciliter, c'est-à-dire l'expulsion de ce calcul. Vous avez Merci. d'autres questions? Oui, docteur, nous avons une dernière question. C'est par rapport au traitement. Le traitement de choix pour soulager le patient, c'est l'utilisation d'anti-inflammatoires non stéroïdiens. Maintenant, lorsque il y a des contre-indications à l'utilisation d'anti-inflammatoires non stéroïdiens, qu'est-ce qu'on donne aux patients? C'est la chose que vous allez trouver souvent dans les urgences. Donc, on commence en général par des INS. C'est vrai, s'il y a une contre-indication, bien c'est la femme enceinte parce que c'est les contre-indiqués chez elle. On commence par les antalgiques mineurs, c'est le perfalgan. Donc, c'est du paracétamol en IVL, en intraveineuse lente. S'il y a échec le perfalgan avec un antispasmodique, en général, on donne du spasfan. S'il y a non-réponse au échec, on passe directement au morphine ou bien au temgesic. C'est les D'accord, antalgiques palier 3. d'accord, docteur. Donc, Merci c'est beaucoup. le traitement antalgique. Oui, merci pour votre question. Merci beaucoup. C'est ce. Ok. Ok, merci infiniment à vous, docteur Myriam, pour tous ces éclaircissements et j'espère que Monsieur Odio a eu satisfaction également. Nous allons passer la parole à Monsieur Hamza Oumar Mahmoud. Bonjour à tout le monde. Je suis Bonjour Monsieur Oumar, nous ne vous entendons pas très bien. vraiment. Bon, un peu encore, un peu plus de volume s'il vous plaît. Ok, bonjour à tout le monde. Bonjour. Comment vous portez bien? Oui, bien merci. Quelle est votre préoccupation, Monsieur Mahmoud? Je suis étudiant en médecine à l'université du Tchad ici à Dambarka. D'accord. Bon, ma préoccupation c'était les thérapies explicitives, mais c'est déjà bien expliqué, donc c'est bon. D'accord. Donc, nous avons déjà répondu à votre question. Docteur Myriam a répondu à votre question déjà. Oui, j'espère que vous avez comprendre un petit peu la thérapie expulsive, Hamza. Donc, c'est à base de médicaments et des mesures d'hygiène qu'on conseille le patient de la pratiquer pour faciliter l'expulsion du calcul sans faire recours à un traitement chirurgical. Ah, ok, ok. Et docteur, s'il vous plaît, Avec plaisir, oui. par exemple, ici nous sommes, c'est-à-dire dans des pays que vraiment la technologie n'est pas encore un peu développée. Donc, dans le cas échéant, et on voit la gravité de notre patient, qu'est-ce que vous pouvez prodiguer comme des conseils afin de maintenir ce patient? C'est vrai, le recours vers le traitement mini-invasif tel que la fragmentation au laser et l'utilisation de l'endoscope. Donc, c'est par rapport à un point très important, c'est que la lithiase est récidive. Et donc, le recours vers ces moyens thérapeutiques pour diminuer, c'est-à-dire les dégâts et des conséquences, c'est-à-dire post-opératoires de patients. Mais si on dispose pas, c'est-à-dire ces moyens mini-invasifs, et nous sommes devant le fait d'un calcul qui va, si on le laisse, il va engendrer des dégâts sur le rein. Le recours vers la chirurgie à ciel ouvert reste toujours une option thérapeutique et nous n'avons pas abandonné ce genre de moyens thérapeutiques.
Donc, pour faciliter, c'est-à-dire la réponse, donc même parfois devant des calculs qui sont des gros calculs et qui sont c'est-à-dire qui occupent presque les 2 tiers du rein, et on ne dispose pas des moyens pour les faire, voire même les conséquences, même si on dispose des moyens, les conséquences sur le patient, on fait recours à la néphrotomie bivalve et on fait une extraction du calcul. C'est vrai, c'est une ancienne technique avec tous les risques qu'elle a, mais parfois on fait recours à ce genre c'est-à-dire des techniques entre guillemets de plus en plus abandonnées, mais c'est juste pour soulager le patient. Et notre objectif initial et principal, c'est de sauver le rein et de sauver la vie du patient. Est-ce que j'ai bien répondu? Oui, madame. Monsieur Mahmoud, vous avez eu satisfaction, j'espère. Bon, Ça va. Ok, d'accord. Merci pour votre intervention et merci à vous aussi, docteur, pour ces éclaircissements. Nous allons passer la parole à docteur Oumar Naïda. Oh, docteur. Merci, docteur Grace, pour la parole Merci. accordée. Plaisir, docteur. De passage, nous remercions notre maître pour cette brillante présentation. Nous avons énormément appris. Merci beaucoup, docteur. Merci à vous, cher ami. Ceci étant dit, nous avons deux préoccupations. La première concernant la thérapeutique. Vous avez évoqué dans la prise en charge de coliques chez la femme en grossesse, vous avez évoqué l'aspect des antispasmodiques à utiliser en seconde intention avec les antalgiques. Alors, ma question vient suite à ces constats. Nous avons eu à comprendre que la douleur survient suite à la distension des muscles érythrales associée également à l'hyperpression pyélocaliciale et aussi à l'inflammation qui se fait tout autour. Alors, nous voudrions savoir, est-ce que à ces niveaux, l'antispasmodique a vraiment son rôle? Oui, tout à fait. La C'est-à-dire, seconde- oui, pardon. Oui, Je peux continuer? oui, excusez-moi. Continuez. D'accord, merci. Alors, la seconde intervention, c'est concernant la restriction hydrique pendant la crise. Vous avez évoqué cela en disant qu'il faut restreindre le patient pendant la crise. Je voudrais savoir, est-ce que, selon votre expérience, cet moyen est-il vraiment efficace, d'autant plus qu'aujourd'hui, les sociétés savantes, ou bien nos maîtres actuellement ici, nous recommandent plus de mettre les patients sous restriction hydrique. Merci bien. Merci infiniment pour ces deux questions pertinentes. C'est vrai. Je commence par les antispasmodiques. Si vous cherchez à peu près dans le mécanisme physiopathologique de la colique néphrétique, il y a une hypercontraction des muscles lisses des voies excrétrices. En général, on le donne le spasme. Il n'y a pas c'est-à-dire de mécanisme, c'est-à-dire il n'y a pas d'une explication à 100%, c'est-à-dire par rapport au mécanisme des antispasmodiques. Mais nous avons remarqué dans notre pratique courante l'utilisation des antispasmodiques permet de relâcher un petit peu le patient et de relâcher la contraction, c'est-à-dire musculaire. Quand le patient il est agité, on trouve qu'il y a une contraction des muscles striés et muscles lisses, et l'antispasmodique, c'est pour diminuer un petit peu le relâchement. Si vous avez remarqué, on peut le donner même pour les intestins, pour les coliques intestinales. Il permet de relâcher, comme vous savez, c'est des muscles lisses. Il relâche un petit peu la contraction musculaire. Et d'où vient cette idée pour l'appareil urinaire? C'est pas le traitement de fond, c'est pas le traitement, c'est-à-dire de gold standard pour les coliques néphrétiques, mais quand on ajoute ce traitement, nous avons remarqué un petit relâchement du patient et une petite satisfaction par rapport à ça. Sachant que la femme enceinte s'est permis de diminuer aussi la contraction parfois utérine suite à la douleur de la colique néphrétique. C'est pour la relâcher un petit peu. Donc, c'est pour cette raison qu'on donne les antispasmodiques. La deuxième question, je voulais juste vous centrer sur un point. Le départ de la présentation de la colique néphrétique, c'était par le mécanisme physiopathologique.
Et vous avez remarqué, si vous avez commencé avec nous, c'est que le mécanisme de la colique néphrétique, c'est l'hyperpression. Et cette hyperpression due à l'hyperfiltration, et l'hyperfiltration, c'est l'hypersécrétion des urines. Donc, au moment de la crise, on conseille le patient de diminuer. Pourquoi on doit boire? On boit beaucoup pour augmenter la filtration glomérulaire. Donc, d'où vient l'idée de diminuer l'apport hydrique lors de la crise et de diminuer l'activité. Plus un patient qui fait, sachant que le rein, il filtre 1 cc par minute d'urine. Donc, plus le patient il fait une activité physique, plus il apporte beaucoup de liquide, c'est-à-dire de l'eau, plus il y a une filtration, il y a une augmentation de la production et par conséquent, l'augmentation de la pression en amont de l'obstacle. C'est pour cette raison, on conseille le patient de diminuer l'apport hydrique et de diminuer l'activité au moment de la crise pour diminuer ce mécanisme physiopathologique. Est-ce que j'ai bien expliqué, c'est-à-dire votre requête? Docteur Oumar? Oui, merci. Est-ce que vous avez bien saisi? Donc, j'ai Est-ce compris que vous avez il faut plutôt diminuer l'apport hydrique et non faire une restriction hydrique. Merci bien. Tout à fait, tout à fait. D'accord, Merci merci. beaucoup. Merci infiniment à vous, docteur, pour cet éclaircissement et merci également à docteur Oumar pour sa préoccupation. Nous allons passer la parole au docteur Dembélé. Toutes mes excuses si je prononce mal. Bonjour collègue, non, vous prononcez pas mal. C'est docteur Dembélé, effectivement. Merci. Félicitations à notre cher maître pour la qualité de l'exposé. Merci à vous, chers amis et chers collègues. J'avais environ 1 ou 2 questions là. Oui, avec plaisir. Ma première question était, par exemple, chez un patient avec une colique néphrétique typique et apyrétique, surtout stable, quelle serait la valeur d'un scanner par rapport à l'échographie? Est-ce que vous pouvez juste me répéter le rôle du scanner chez un patient qui présente une colique néphrétique simple? Typique, apyrétique et surtout stable. Tout à fait, oui. Et votre deuxième question? La deuxième question, bon, c'est-à-dire concernant l'utilisation des alpha-bloquants, quelle est la population cible? C'est-à-dire quoi? Est-ce qu'il y a une limite au niveau de la taille de calcul avant l'instauration des alpha-bloquants ou à partir de n'importe quel type ou taille de calcul? Merci beaucoup, docteur. Ces deux questions sont très pertinentes et grâce aux questions qu'on commence, c'est-à-dire à aborder plus de sujets. C'est vrai, la première question, c'est vrai, pourquoi on demande un scanner chez un patient qui présente une colique néphrétique simple? D'ailleurs, cher ami, on commence par une échographie abdominopelvienne. Si on trouve que c'est un petit calcul, moins de 1 centimètre, qui n'engendre pas c'est-à-dire de dilatation ou bien une dilatation minime, dans ce cas, on ne demande pas un scanner. On surveille le patient par une échographie. Le recours au scanner, si on trouve vraiment un calcul quand même important avec des dégâts sur l'appareil urinaire. Quels sont ces dégâts? C'est-à-dire la dilatation. La dilatation, c'est la dilatation en amont d'un obstacle impose obligatoirement de réaliser un scanner. Pourquoi? Pour la simple raison, pour décider l'éventuel traitement pour ce patient. Donc, une dilatation rénale avec un calcul, par exemple, qui fait plus de 1 centimètre, on doit réaliser un scanner. La deuxième question, c'est l'indication des thérapies expulsives. Donc, l'utilisation des tamsulosine, par exemple, donc, comme thérapie expulsive dans les lithiases, en dehors de l'AMM, de l'autorisation sur le marché. Donc, elle est indiquée chez les patients qui présentent un calcul pelvien, c'est-à-dire au calcul dans la jonction urétero-vésicale, et ce calcul qui est moins de 6 mm. Il est inférieur à 6 mm. Par exemple, si on trouve un calcul au niveau du rein du calice supérieur de 6 mm, on ne lui donne pas la thérapie expulsive parce qu'il ne sert à rien.
Donc, on donne juste pour les calculs dans la jonction urétero-vésicale et qui sont moins de 6 mm. Si le calcul fait 1 cm ou plus, dans ce cas, c'est pas d'indication de traitement médical. Là, c'est l'indication recours au traitement chirurgical. Est-ce que j'ai bien répondu à votre question? Oui, oui, j'ai très bien compris la question. Je suis vraiment Très bien. satisfait de la réponse. D'accord. Merci infiniment à vous, docteur. Et nous allons à présent passer la parole au docteur Aledine. Bonjour docteur, merci pour votre présentation. Finalement, c'est une présentation dans le temps parfait puisque je souffre avec une lithiase de 6 mm de longueur et 3 mm de largeur dans la juve. L'urologue m'a donné, oui, Inch'Allah, l'urologue m'a donné un rendez-vous demain pour l'endoscopie. La densité de lithiase, c'est 8,77. Pour une remarque, j'étais hospitalisé pendant 15 jours sous Tinon, puisque la lithiase me fait une pyélonéphrite et épanchement périrénal et hydronéphrose modérée minime. Maintenant, je suis avec Orocan et Tamzir. Qu'est-ce qu'on me conseille? Premièrement, pour rétablissement, Inch'Allah. Inch'Allah. Deuxièmement, c'est que je voulais juste vous centrer sur un point très important. Un Oui. calcul, les dimensions du calcul donné par le scanner, en général, sont des dimensions données sur un plan 2D. Donc, parfois, le calcul, il a la forme sphérique ou bien, c'est-à-dire, il a 3 dimensions. Un calcul, c'est-à-dire, je fais un autre éclaircissement plus à un autre collègue qui est déjà avant vous qui a posé la question. C'est vrai, un calcul au niveau de la jonction urétero-vésicale, s'il est moins de 6 mm, on donne un traitement antalgique, des anti-inflammatoires et en plus, on donne la thérapie expulsive, la tamsulosine. Si au bout de quelques jours, si le patient il n'élimine pas ce calcul, il n'expulse pas ce calcul et par conséquent, ce calcul engendre une dilatation en amont avec retentissement sur le parenchyme rénal et de la fièvre, dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Et en dehors, c'est-à-dire des mesures d'hygiène qu'on conseille le patient de faire une activité physique de la prise d'eau, si le calcul toujours persiste au niveau de la jonction, c'est-à-dire le méa, il est étroit. Et parfois, un calcul de 6 mm ne tombe pas. Dans ce cas, de préférence, on fait un recours au traitement, c'est-à-dire endoscopique. Mais le recours au traitement endoscopique, il doit être dans des meilleures conditions, c'est-à-dire en dehors de l'infection et en plus, c'est-à-dire après quelques jours de la prise de traitement médical pour ne pas, c'est-à-dire agresser l'urétère pelvien qui est vraiment ou intravésical qui est vraiment fragile. Donc, le recours au traitement endoscopique, sauf s'il y a, c'est-à-dire échec au traitement et moyen d'hygiène réalisé auparavant. Est-ce que j'ai bien répondu à votre question? Oui, madame, merci. Je vous en prie. Merci infiniment à vous, docteur Myriam, pour votre réponse. Nous allons passer la parole à monsieur Kapinga. Monsieur Kapinga, mes excuses si je prononce mal. Vous avez la parole. Ok, en attendant, nous allons prendre les questions dans la discussion. La première nous vient de monsieur Ibrahim, qui vous remercie d'abord pour votre présentation et voudrait savoir que dans nos pratiques courantes, nous constatons la prescription parfois de l'eau de Vichy. Je me demande quelle est sa place dans la prise en charge des lithiases et quel serait le mécanisme d'action. Oui, merci pour cette question. Tout à fait, on le donne. D'ailleurs, la prise de l'eau de Vichy. L'eau de Vichy, c'est l'eau bicarbonatée. Donc, on le prescrit chez les patients qui présentent, soit l'homme ou la femme, qui présentent des lithiases dont la densité est moins de 500 unités Hensville, ce qu'on appelle les lithiases radiotransparentes et les lithiases de faible densité. L'alcanisation
En général, ce genre de lithiase se développe dans un milieu acide et on essaie d'équilibrer le pH urinaire pour faciliter la pénétration de l'eau dans cette entité lithiasique, dans cette masse calculeuse pour fragmenter le calcul. Donc, c'est juste pour faciliter la fragmentation de lithiase sans faire recours au traitement mini-invasif, au traitement chirurgical. En même temps, l'utilisation de la bicarbonate, c'est-à-dire l'eau de Vichy, elle a plusieurs. Le rôle essentiel, c'est d'équilibrer le pH urinaire, de le remonter de l'acide vers le neutre, ça d'une part. Et en plus, il y a un point très important, c'est que l'utilisation de l'eau de Vichy permet aussi de diminuer un petit peu, c'est-à-dire la cristallurie, c'est-à-dire pour ne pas bloquer les phénomènes de la cristallogénèse pour empêcher la formation des calculs. C'est-à-dire on l'utilise pour fragmenter les lithiases de faible densité avec d'autres médicaments, bien sûr, ça d'une part, et d'autre part comme un élément préventif pour éviter la cristallogénèse. Merci infiniment à vous donc, pour cet éclaircissement et j'espère que M. Ibrahim a eu satisfaction. Monsieur Kapinga, je ne sais pas si vous m'entendez. Si oui, vous avez la parole. Ok. Ensuite, nous avons Monsieur Lorondo qui vous remercie pour votre présentation et aimerait savoir comment différencier les coliques néphrétiques du pyélonéphrite aigu. La pyélonéphrite, merci madame pour cette question et merci monsieur pour cette excellente question. C'est vrai, la pyélonéphrite aiguë se définit par la triade, la douleur lombaire, la fièvre et l'hématurée. Et c'est une douleur qui se révèle par la douleur de la colique néphrétique en général, mais de moindre intensité. Donc, quel que soit, on peut dire autrement, c'est une colique néphrétique fébrile. Donc, la pyélonéphrite se définit par la présence du sang dans les urines, soit vu par le patient, soit lors de la réalisation de la chimie des urines, ce qu'on appelle une hématurée microscopique, une douleur lombaire, ce qu'on appelle le signe de Giordano positif à la palpation, et en plus de la fièvre, c'est au-delà de la 38,5 ou bien 36,5. Donc ça, c'est défini la pyélonéphrite, c'est une agression, c'est une inflammation et du parenchyme rénal suite à une agression bactérienne. Et la différence entre les deux, c'est qu'une colique néphrétique simple, on donne un traitement antalgique normal avec des anti-inflammatoires. Par contre, une colique néphrétique fébrile, ce qu'on appelle la pyélonéphrite aussi, on donne des antibiotiques, c'est le traitement de fond, c'est le traitement, c'est-à-dire le gold standard. D'accord, merci infiniment pour votre réponse, docteur, et pour tous les éclaircissements que vous nous avez apportés tout au long de cette phase. Nous n'avons plus de questions en attente, alors permettez-moi de profiter de ce temps pour vous rappeler que REMA propose plusieurs formations certifiantes dans plusieurs domaines de la santé et nous disposons d'un large catalogue de formations accréditées à l'international, reconnues en Afrique, en Europe et aux États-Unis. Et nos formations couvrent notamment les domaines suivants: le management des établissements de santé, le supply chain management des produits de santé, la santé numérique, la santé communautaire, la santé publique, la nutrition et diététique, la santé sexuelle et reproductive, l'expertise en genre et inclusion en santé, l'épidémiologie, la gestion des projets et programmes de santé, le suivi et évaluation des programmes et projets de santé, la sexologie, la dictologie, le marketing digital de la santé, la gestion d'officines de pharmacie. Notre MOOC sur la gestion de l'épidémie MPOS et notre MOOC sur les aspects non cliniques de la prise en charge de l'avortement sécurisé au Bénin. Alors, un lien vers le catalogue qui vous permettra d'accéder au catalogue sera envoyé tout à l'heure dans la discussion. Je vous prie de cliquer sur le lien et de parcourir notre catalogue de formations et vous inscrire si l'une de ces formations suscite votre intérêt.
Je tiens à vous rappeler que l'équipe REMA reste entièrement à votre disposition pour toute information au plus 229 01 96 50 81 30. Alors, concernant la procédure d'obtention de l'attestation du jour, chers participants, il vous suffira de vous connecter à la plateforme RIMA Learning, Learning comme apprentissage en anglais. Et une fois connecté, veuillez saisir la thématique du jour qui est colique néphrétique aiguë lithiasique dans la barre de recherche. Vous aurez alors accès à l'enregistrement et au support du cours également que vous pourrez télécharger directement depuis la plateforme et serez invité à répondre à un questionnaire d'évaluation. Votre attestation vous sera délivrée à condition d'obtenir un score minimum de 60% de bonnes réponses. Et une fois ces conditions remplies, vous pourrez télécharger directement votre attestation depuis la plateforme. Je tiens à vous réitérer que l'équipe REMA reste joignable au plus 229 01 96 50 81 30. Je souhaite une fois de plus vous exprimer toute ma gratitude, docteur Myriam, pour la richesse de vos partages de connaissances et pour l'ensemble des éclaircissements apportés au cours de ce webinaire. Docteur, selon vous, quel sera le point clé à retenir aujourd'hui? Merci beaucoup d'abord à vous, madame, pour cette excellente organisation et c'est-à-dire de savoir partager, c'est-à-dire ce genre de problèmes avec nos confrères, nos amis et nous, c'est-à-dire honorable assistance. Donc, le point toujours à centrer sur cette présentation exactement, c'est qu'il faut savoir que la lithiase urinaire, c'est une pathologie très, très fréquente et nous sommes en pays d'endémie de cette pathologie. Donc, cette pathologie est due à plusieurs facteurs, principalement les mesures d'hygiène et les habitudes alimentaires et nos habitudes de vie courantes. Et cette lithiase, c'est une pathologie bénigne, mais malheureusement par ses conséquences devenant de plus en plus malignes. Donc, il faut faire attention qu'un simple calcul négligé, non traité, peut engendrer une perte de rein et par conséquence une insuffisance rénale. Et c'est pour cette raison, c'est-à-dire d'où la nécessité de respecter les mesures d'hygiène, de boire beaucoup d'eau, de consulter le médecin, de faire attention aux médicaments, c'est-à-dire aux médicaments qu'on utilise quotidiennement, par exemple pour les médicaments antalgiques ou bien pour la supplémentation en oligo-aliments ou vitaminiques. Il faut faire attention à ce genre de médicaments. Donc il faut pratiquer du sport, il faut s'alimenter richement, c'est-à-dire en légumes et en fruits. Il faut boire. N'oublie pas la prise d'eau, surtout le matin. Utiliser, c'est-à-dire de l'eau bicarbonatée pour surtout après des repas acides. Et n'oubliez pas de consulter le patient, de consulter le médecin devant n'importe quel symptôme pour ne pas, c'est-à-dire négliger votre état de santé. Et je vous remercie infiniment pour votre, c'est-à-dire attention. Et j'espère que je peux répondre sur toutes les questions que vous voulez. Et j'étais claire et c'était bien bénéfique pour vous. Et merci à vous, madame. Merci infiniment, docteur, pour ce moment de partage une fois de plus. Et je souhaite également adresser mes sincères remerciements à l'ensemble des collègues et participants pour leur attention, leur implication et la qualité de leur participation tout au long de ce webinaire. Au plaisir de vous retrouver très bientôt pour notre prochain webinaire qui se tiendra le mercredi 26 août à 15h GMT. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end. Merci. Merci à vous, merci pour tout le monde et à d'autres occasions, Inch'Allah. Inch'Allah, docteur, merci.